Et bonjour à tous, c'est Vanson, on se retrouve à nouveau sur Dominions 4 Throne of Ascension. Donc je me suis fait la réflexion entre les deux épisodes puisque je les enregistre à la suite. J'ai laissé les conditions de victoire par défaut du jeu. C'est pas les plus intéressantes, mais au moins ça vous montre une partie qui est assez, on va dire, classique. Pour un deuxième let's play, je ferai des conditions de victoire qui sont un peu plus touchy. Donc, comme je vous disais hier, on se retrouve ici donc avec des messages d'ambiance. Le premier va vous expliquer en gros ce qui s'est passé, le deuxième ce qui est en train de se passer, donc This is the Ascension Wars. Donc on est en pleine guerre de l'ascension. Donc très régulièrement, en fait, vous allez avoir cet écran. Je m'explique. Ce qui se passe dans le jeu, c'est la chose suivante. Le jeu ne se joue pas comme un civilisation. C'est un 4X, mais il ne se joue pas comme un civilisation. Ici, vous allez donner l'intégralité de vos ordres. Les IA vont donner l'intégralité de leurs ordres. Si vous êtes en multi, tout le monde va donner ses ordres. Ensuite, ça va être validé. Tout le monde valide la fin du tour. Souvent en multi, d'ailleurs, le multi est asynchrone, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir jouer sans être connectés au même moment. Mais par contre, toutes les 24 heures, ou 48 heures, ou 72 heures, le tour va se terminer. Et là, le serveur va calculer l'intégralité des choses qui se sont passées. Dans un ordre bien précis, en 21 ou 28 étapes, j'ai plus les chiffres en tête. De toute façon, il y a un manuel de genre 400 pages qui est vendu avec le jeu. En fait, quand vous achetez le jeu, vous avez accès au manuel, qui doit faire genre 400 pages, et où tout ce que je suis en train d'expliquer est décrit, hein, bien évidemment, mais comme le jeu n'existe qu'en anglais, je vous le fais en français, bah, pour les gens qui sont pas très à l'aise en anglais, et le jeu étant quand même assez brut de pomme, hein, il est brut de décoffrage, comme on dit. Il est assez dur à prendre en main. Du coup, je pense que c'est pas déconnant de faire ce let's play un peu d'initiation. Donc, comme je disais, ça va être résolu par le serveur. Et du coup, comme tout est résolu en même temps, bah à la fin du tour, quand les gens se connectent, ils ont accès à ce panel de messages qui va résumer tous les résultats des actions. Vous avez demandé de rechercher des sites magiques, va y avoir les résultats. Vous avez demandé de déplacer à des endroits, il y a eu une bataille, va y avoir le résultat. Vous avez demandé de lancer des sorts, de crafter des objets, ça va s'afficher ici. Et donc à la fin des parties, des fois vous avez des listes de messages qui sont juste hallucinantes. Et vous n'avez pas besoin de lire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Des fois vous voyez directement, genre les recherches de sites magiques, c'est obvious, c'est marqué en fait. Vous reconnaissez le message, vous savez s'il a trouvé quelque chose ou pas. S'il a trouvé quelque chose, bah, vous regardez ce qu'il avait trouvé. Sinon, bah, vous vous en foutez. Donc, partons sur notre super map. Donc, l'interface a pas mal changé entre le 3 et le 4, donc je ne saurais trop vous conseiller si vous voulez découvrir Dominions. Bah, partez plutôt sur le 4, quitte à attendre une promo, parce que c'est vrai que le jeu coûte 32 € de base, 16 € du coup quand il est en promo, ça peut être assez cher. Alors, regardons vite fait. Donc, oui. Donc, revenons un coup sur nos moutons. Je vous parlais des trônes de l'ascension et qu'on en reparlerait au début de cette vidéo. En fait, les trônes de l'ascension, c'est ce qu'on voit là. Alors c'est un peu chiant parce que nous, on en a un effectivement juste à côté de nous, et il est dans l'eau. Ça, c'est un peu dégueulasse. Donc les trônes de l'ascension, ce sont ces trucs, on en voit un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Et en fait, pour gagner, il va falloir contrôler un certain nombre de ces trônes. Tout simplement. C'est ça qui va nous permettre donc d'accéder à la divinité. Donc malheureusement on n'est pas une nation amphibie, on n'est pas une nation aquatique non plus. Donc ça va être la merde pour aller chercher ce trône là, et sinon le plus proche est ici. Donc comme je vous disais, la map est pas en wraparound, donc on voit qu'il y a des limites à la map ici. Si on était en wraparound, eh ben bah, ça changerait un peu la donne, parce que ça voudrait dire que ce trône eh ben, en fait se trouverait par ici. Donc pas si loin que ça de chez nous, en tous les cas pas plus loin que celui-là. Que celui-là, on le retrouverait par ici aussi, hein. Bon, de l'autre côté d'une mer, mais de ce côté quand même. Bref, ça changerait pas mal la donne, et notamment, bah, celui-là se retrouverait plus ou moins par ici. Donc voilà ce que peut changer une map wraparound hein, sur le jeu.
Donc, comme je l'avais dit, on va s'intéresser un peu à l'interface et à la nation. Donc ça va encore être un épisode blindé de blabla et avec très peu de gameplay. Tout d'abord, dans l'interface, on a 4 endroits assez classiques. En haut, c'est le résumé de la province. Si je clique droit sur une autre province, ça me donne les stats de la province. Certaines, je sais à peu près ce qu'il y a. Certaines, pas du tout. D'ailleurs, on va mettre le map filter, on va mettre le income box et les noms. Voilà, ça pourrait être pas mal. Donc, j'ai mis le income box. Par exemple, ici, je sais pas ce qu'il y a comme income. Ici non plus, ici non plus, ici non plus. Par contre, ici, je sais à peu près. Voilà, il y a un peu d'income, 2 pièces. Quand on voit là où je suis, 2 pièces, c'est pas non plus énorme. Par contre, ressources 46. Et ça, c'est sympa. Faut savoir que les endroits... donc les lieux ont différents bonus. Si vous regardez, donc là je sais que c'est des... Je sais que c'est de la forêt. Bon là aussi je sais que c'est de la forêt. Ici il n'y a rien de bien spécifique. Ici je sais que c'est Westland. Et par exemple ici c'est very low income. Ici ça va pas être terrible non plus en termes d'income. Par contre c'est excellent en termes de ressources. C'est les bordures de montagne. Et ici encore une fois de la bordure de montagne. De la bordure de montagne. Ici c'est des collines me semble. Non, bordure de montagne aussi. Bon bah voilà. Et ici, c'est des plaines, par exemple, des plaines agricoles. Donc, un très gros revenu en income et très faible en ressources. Ici, c'est aussi de la forêt. Ici, aussi de la forêt. Et ici, c'est de l'eau. Voilà, tout simplement. L'eau, c'est assez neutre à ce niveau-là. Chez moi, par contre, c'est du swamp. Le swamp, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a commencé sur du swamp. Ici, on voit que d'ailleurs, c'est farmland et forêt. Ce qui est assez intéressant. Le swamp, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est pas franchement cool. C'est même plutôt la merde. Very low income. Donc, vous voyez, on est... Voilà. C'est la même chose que si on avait commencé sur des terres complètement désolées. Mais, ça a l'avantage, en fait, vous n'avez pas accès forcément aux mêmes unités si vous êtes sur un marais ou sur une autre province. Ensuite, sur la gauche, là, ici, vous avez la liste des commandants qui sont actuellement dans la province que vous avez sélectionnée. Vous voyez que le drapeau clignote, ça veut dire que j'ai sélectionné cette province. Si je sélectionne ici, bah, on n'a pas de commandant ici, mais c'est ce drapeau-là qui clignote. Les flèches jaunes déterminent juste les provinces qui sont adjacentes, c'est-à-dire des provinces directement collées, directement accessibles avec un seul point de mouvement à quelqu'un qui se trouverait dans cette province. Ici, vous avez un résumé de votre nation, avec le nom du pretender. Donc ici, vous pouvez le sélectionner en mettant un clic gauche dessus. Vous avez votre trésorerie, donc le nombre d'argent que vous avez stocké. Le total income, donc ça c'est combien d'argent vous gagnez par mois. Donc si on n'utilise rien au prochain mois, on aura 819 d'or. Et ici, c'est le coût en or chaque mois pour toutes nos unités de combat. Donc en fait, on se retrouverait pas à 819, mais à... ça ferait 811, 791. Si mes calculs sont justes. Et en dessous, vous voyez les différentes gemmes qui vous permettent de lancer des sorts. Si on regarde ici, sur la gauche, sur la droite, on a un peu tout ce qui va nous intéresser en restant. Ici, c'est quelque chose d'assez simple. Vous avez les messages. Vous pouvez envoyer des messages. Donc, envoyer un message de texte, envoyer des gemmes magiques, des esclaves, des objets magiques, de l'or. Vous pouvez envoyer donc des messages à tout le monde. Hop, vous marquez. Très utile en multi. Hein. Vous vous en douterez. Puisque du coup, vous allez pouvoir comme ça forger des alliances, des trucs comme ça. Alors il n'y a pas vraiment de diplomatie dans le jeu, c'est-à-dire que s'il y a deux nations qui s'allient, entre guillemets, si elles se retrouvent sur la même province, elles vont se fighter. Il n'y a pas de diplomatie. Mais comme dans Dominion 4, vous n'êtes pas obligé de dominer l'intégralité du monde des autres joueurs pour gagner, bah des fois c'est très intéressant de s'allier à quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour contrer un ennemi qui est en train de devenir trop fort.
Imaginons par exemple un truc à la con, hein. Vous avez un mec qui commence par ici. Il domine tout ça, il prend un premier trône, il en prend un deuxième, puis il en prend un troisième. Et là on se dit, putain, on a la nation là qui est dans l'eau par exemple, elle tient tout ça, nous on a une autre nation en haut, on est en train de se fighter. Ah ouais, mais là ça le fait pas parce qu'en fait il y a une petite nation ici et une petite nation ici qui sont en train de se faire dominer. Et du coup bah on fait une sorte de triple alliance là de tous côtés et on pousse là-dedans pour contrer le mec. Et ensuite bien évidemment qu'on va se retourner l'un contre l'autre et qu'on va taper sur la gueule des autres. Mais c'est ça qui fait la richesse du jeu. C'est un peu ça en tout cas. Donc ça c'est très simple. Donc on a les fameuses statistiques, donc les scores graphes, etc. dont on vous parlait. Donc les interfaces à ce niveau-là ont juste explosé à son super. Donc vous voyez ici les conditions de victoire. Donc en gros vous avez 6 trônes et il faut dominer les 6 trônes pour gagner, hein, tout simplement. Donc il va falloir tout prendre, il va falloir pousser comme un bourrin pour aller tout chercher. Mais vous n'êtes pas obligé de détenir toutes les provinces, c'est-à-dire qu'on pourrait tenir ça, puis ensuite sauter là-dedans, prendre un peu là-dedans, et ensuite venir chercher le dernier, gagner. Voilà. Mais ça fera quand même une partie assez longue, hein, parce qu'il va falloir remonter, il va falloir tout prendre. Hein. Là, en gros, c'est un peu faux, ce qui est dit. Un peu. Je dis bien un peu. Parce que, en gros, c'est des points. Voilà, ouais, non, c'est ça. C'est des Ascension points. Et en fait, il faudra les 6 trônes tout simplement. Parce qu'en fait, il n'y a que des trônes niveau 1. Vous pouvez, dans les options de victoire, mettre des trônes niveau 2, niveau 3, et je crois même qu'il y a des trônes niveau 4. Et ça permet tout simplement de dire bah, un trône vaut tant de points. Et vous pourriez mettre par exemple un trône niveau 3, 2 trônes niveau 2 et 3 trônes niveau 1 et dire bah, j'ai besoin de 7 points. Ah, donc ça veut dire que si j'ai le trône niveau 3 et les 2 trônes niveau 2, j'ai gagné. J'ai pas besoin des trônes niveau 1. De la même façon, si j'ai les 2 trônes niveau... j'ai pas forcément besoin... Bref, il peut y avoir pas mal de combinaisons. Et des fois, ça peut être très intéressant d'avoir pas mal de trônes un peu de partout. Ça donne des parties très très riches. À condition que la condition de victoire soit pas trop facile à obtenir non plus, hein, il faut qu'il y ait un peu de défi. Deuxième partie, ici donc on retrouve tout ce qui a après on va dire à la magie, à la recherche, etc. Donc au niveau de la recherche on retrouve les différentes écoles de magie, donc il y en a 7, la conjuration, donc on va retrouver pas mal de sorts, vous voyez ça c'est juste des magies de conjuration. Ensuite vous allez avoir l'altération avec toutes ces magies là. Je vais pas tous les passer, mais l'évocation c'est ce qui parlera peut-être au plus de gens, avec les fameuses boules de feu, les flèches d'acide, les flèches de magma, bref, plein de choses, des magies de heal. Vous pouvez voir en fait toutes les stats. Alors, le jeu est très riche en écran à lire, hein. C'est pour ça d'ailleurs que quand je parlais des multi en désynchro, souvent vous avez 1 ou 2 jours pour jouer votre tour. Parce qu'en fait vous allez prendre le temps de regarder toutes les options, toutes les possibilités qu'il y a dans le jeu, pour vous dire ah ok j'ai tel truc etc. Oh, je vais partir là-dessus, je vais faire ça, ensuite peut-être que dans quelques tours avec les points de recherche je vais pouvoir partir là-dessus. Et en fait vous prévoyez vos tours comme ça à l'avance, et rien doit être fait au hasard dans le jeu. Donc voilà, donc pour l'instant on n'a pas de point de recherche, mais c'est normal, hein, c'est classique. D'ailleurs c'est assez marrant. Oh. Bref, un petit échappe ça passe, hein, mais c'est bizarre que, vous voyez, il n'y a pas le... Hop, il faudrait descendre totalement pour aller chercher le exit. Ça c'est dommage. Voilà, donc les global enchantements, donc ça c'est un peu particulier, en gros c'est des enchantements planétaires. Ici, c'est la liste en fait de toutes nos gemmes et donc de nos esclaves de sang, histoire de pouvoir lancer nos différents sorts. Donc on voit qu'on a 3 gemmes d'air, une gemme de terre, 2 gemmes de nature et qu'on en gagne respectivement 3, 1 et 2 par tour. Et ici donc les Magic Item Treasury, c'est tout simplement, on va repasser là-dessus, mais en fait vous pouvez équiper vos commandants et donc leur donner des petits bonus, etc. Ça peut être sympa, ça peut être très sympa, et c'est d'ailleurs au cœur de la façon de jouer de quelques races.
On va maintenant passer enfin donc, au cœur de la vidéo. Comme j'avais dit, on va essayer de découvrir les armées. Non, alors petite chose quand même, histoire qu'on finisse sur la découverte des armées, on retrouve donc ici tout ce qui a trait aux armées, donc le recrutement des unités, les différents mercenaires, donc là c'est un peu particulier parce qu'en fait les mercenaires vous les recrutez pour un certain temps, et ensuite régulièrement il y a des enchères pour dire je veux les recruter, et ils se vendent au plus offrant. Vous voyez ici l'employeur actuel des mercenaires, l'offre la plus grande et savoir où ils sont en gros. Vous pouvez remettre en fait vos armies setup. Alors, chose nouvelle de Dominions 4, c'est que vous pouvez donner des formations, et ça c'est vachement cool. C'est vachement cool. Par contre, ça a des bonus et des malus. Il me semble que les formations en ligne dispersée, par exemple, ou en double ligne, n'ont pas vraiment les mêmes façons, mais dans Dominions 2, vous pouviez faire que de la box formation, c'était un peu chiant. Là, avec des formations en ligne, ça vous permet pas mal de petits trucs différents, et vous allez pouvoir placer comme ça toutes vos unités. C'est-à-dire que par exemple, là, si je voulais, je veux faire une sparse line sur mes slingers, donc mes unités à distance, et je veux faire une ligne classique là sur les unités de base, et vous voyez qu'ici ça fait moins 2 morale à cause de la formation, et ici que moins 1. Si je fais une box formation, j'ai plus 0. Si ici je fais double ligne, j'ai moins 1. Si je fais une skirmish formations, j'ai moins 1. Donc il n'y a que la sparse line qui est un peu chiante, mais ça peut quand même le faire, quoi. Ça peut le faire parce que si vous regardez ici, par exemple, lui, alors je sais plus où c'est, voilà, c'est ici, vous voyez qu'en fait, tant qu'il n'a pas plus de 5 escouades, il va leur donner un bonus de morale de plus 3. Et d'ailleurs, normalement, si je fais ça, voilà, vous voyez qu'ils ont respecté plus 2 et plus 1 de morale. Et ça c'est cool, parce que du coup ça veut dire qu'ils ont plus de morale ici. Donc, ils ont plus 1 à cause du fait qu'ils soient dans une province qui nous appartient, plus 1 parce qu'ils sont dans la zone d'influence de notre religion, de notre dominions, plus 2 à cause de l'escouade, donc entre le pretender qui leur donne du moral et le malus de leur formation. Et enfin, en fait, ils ont 11 de base, qui fait 15. Cool. Vous voyez aussi ici son coût par an, donc il nous coûte moins d'1 pièce d'or par mois de maintenir un Firebolg Warrior. Donc en parlant des unités, passons un peu en revue ces unités. Non, je m'embrouille, j'ai ma liste en plus, j'ai mon feuillet à côté, mais c'est tellement facile de... En fait, vous êtes en train de partir un truc, vous voulez absolument expliquer autre chose, et j'ai ma liste. Non, il faut que je me tienne à ma liste de points, sinon c'est pas bon. Ici on voit les bâtiments qu'il y a sur la province, les bâtiments et les lieux qui ont été découverts, donc forcément si ça ne nous appartient pas on voit qu'il n'y a rien. Ici on a une fortification, donc c'est tout simplement un fort de base. Ça va être des lieux différents, si on construit sur une plaine par exemple, souvent ça va être des cités. Ici c'est des fortifications, c'est normal, on est dans un marais, donc on peut pas vraiment faire plus. Donc ça prend 5 mois, bon là il nous est offert parce que c'est notre première province, mais si on voulait en construire un autre, ça nous prendrait 5 mois. Il permet de nourrir 1200 unités, donc ça on le retrouve hop, ici, supply, moins 1180. Ici on voit qu'on utilise 37 de supply d'ailleurs. Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a pas mal de petites informations, mais on les découvrira au fur et à mesure. Le laboratoire, donc le laboratoire c'est un peu particulier. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Le laboratoire c'est un peu particulier parce qu'en fait le laboratoire c'est ça, grosso modo. Ça fait pas grand chose d'autre. Le temple, alors le temple c'est très simple, c'est le lieu central de notre religion. On a un Dominions une force de Dominions de 6 actuellement, donc on a un temple, il y a 2 provinces qui ont été converties à notre religion, et il y a à peu près 80% de chances qu'il y ait une diffusion de notre religion via le temple.
Dominion spread chance par mois, one with... alors ça, ouais, j'ai du mal. Je suis pas sûr, mais en gros, c'est comme on a notre dieu qui est sur Terre. Ouais, c'est que comme on a notre dieu qui est éveillé, on a plus 3. Donc ça vient augmenter en fait les chances ici. Hein. C'est notre home province, donc on a encore plus 1 de chance d'augmenter donc la force de notre dominance dans cette province, et le temple fait qu'on a encore un peu plus de chance. Voilà. Donc, on va enfin pouvoir passer aux unités, et ça fait déjà 20 minutes qu'on est en train de discuter, hein, donc ça va être assez long. Il y a une petite option ici qui vous permet de répéter le recrutement. Je vous déconseille de le faire au moins sur votre première partie. Faites bien à la chaîne. Ok, je prends ma province, j'y fais construire des trucs, je fais telle chose à tel endroit, etc. Cette option a été ajoutée dans Dominions 4, elle n'était pas là dans Dominions 3, elle peut être très traître. Parce qu'en fait, vous allez très facilement vous dire « Ouais, bah c'est bon, je construis ici, je fais tant de trucs, allez, c'est parti. » Sauf que c'est pas bon. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver un peu dans la merde, en fait. Parce que il faut être très attentif à tout ce qu'on fait dans Dominions, et ça peut vite partir en cacahuète si vous n'y faites pas attention. Deuxième chose qui devrait un peu vous interpeller, c'est que contrairement à un 4X comme Civilisation par exemple, ici vous avez des Commanders et vous avez des unités. Les unités, c'est vos soldats. Vous voyez, donc ça peut aller du Firbolg Militia jusqu'au guerrier sacré Tuatha, dont on a parlé, donc qui est un peu l'élite des guerriers de Tir Na Nog, qui a d'ailleurs un moral assez élevé, une bonne résistance, bref, ce sont de très bonnes unités, disons-le. Les commandants, eux, ce sont les chefs de vos armées, ce sont vos généraux, grosso modo. Mais ça va être aussi vos mages, ça peut être vos scouts, ça peut être vos assassins. Il me semble que les Tir Na Nog n'ont pas d'assassins, c'est ça, ils ont un scout, un champion, des druides, bref, ils ont pas mal de petites choses, mais ils ont pas d'assassins. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une unité ne peut pas se déplacer, aller combattre, sans commandant. Une unité doit être affiliée à l'escouade, donc au squad d'un commandant, pour pouvoir agir sur le monde. Du coup, vos commandants, c'est ce que vous allez bouger, c'est ce que vous allez faire agir, et en fait, ils vont avoir dans leur troupe ou dans leur garde personnelle un certain nombre d'unités. Donc commençons par le plus simple, commençons par les unités. La première unité, c'est le Firbolg Militia. Le Firbolg Militia, c'est de la milice, ça n'a pas de morale, c'est même en dessous de la moyenne. On voit que la moyenne ici de morale, c'est 10. Hein. Si vous lisez tout ça, ça vous le dira. Grosso modo, ici, ce que ça vous dit, c'est que si vous êtes à 8, vous êtes dans entre 8 et 10, vous êtes dans quelque chose qui est proche de la milice. 10... On va dire 10, 11, vous êtes dans du soldat traditionnel. 15, vous êtes déjà dans de l'unité d'élite qui a du mal à être mis en déroute. Et en fait, il n'y a que quelques monstres qui vont avoir, par exemple, les zombies auront 50 de morale. Et en fait, cette valeur a été donnée à ces monstres-là par les développeurs pour symboliser le fait que, en fait, ils sont jamais mis en déroute. Il faut savoir que dans ce jeu, c'est très rare qu'une bataille aille jusqu'à l'extermination totale de l'autre camp. Une bataille dans Dominions, ça a lieu jusqu'à ce qu'un des camps perde son moral et décide de rompre les rangs. En soi, c'est très proche de Europa Universalis 4 que vous trouvez sur la chaîne aussi, où la valeur qui détermine la fin d'un combat, c'est pas le nombre d'hommes restants sur le champ de bataille, mais bien leur morale. Quand ils ont plus de morale, ils battent en retraite. Sauf qu'ici, c'est pas, contrairement à Europa Universalis 4 qui gère ça au niveau de l'armée, ici vous gérez ça au niveau des escadrons, donc des escouades, et voire même des généraux. Si un général d'ailleurs rompt le combat, normalement ses troupes rompent le combat avec lui. Donc la milice, c'est vraiment pas terrible, bon ça a un peu plus de force, mais ça on verra que c'est quelque chose d'assez récurrent. Chez les Tir Na Nog, ils ont globalement un peu plus de force que la moyenne et ils ont une très bonne défense. Rappelez-vous, illusion, bonne défense. La défense, ça s'oppose à l'attaque. La défense, c'est votre capacité à éviter les coups. C'est impacté par votre défense de base et par les potentiels boucliers et la qualité des boucliers que vous allez avoir.
d'équiper. Donc attaque, chance de toucher, défense, chance d'esquiver les attaques. Attaque, ça n'a lieu que sur les combats de mêlée. Si vous êtes magicien ou attaquant à distance, ce sera la précision qui va primer. La force, par les dégâts que vous en avez infligés si jamais vous touchez. Et alors ça, elle s'oppose à la protection. La protection, ça peut être les casques, les armures, bref, toute chose qui va vous protéger des dégâts si jamais quelqu'un passe votre garde et votre bouclier. La résistance magique, ça, grosso modo, agit un peu de la même façon, mais vis-à-vis de la magie. Voilà, le moral. Les points de vie, donc c'est pareil, hein, globalement on est au-dessus de la moyenne d'un humain ordinaire. La taille a son importance parce qu'en fait ça détermine le taux, on va dire le coût en supply de l'unité lorsqu'elle est dans une province. La formule exacte, c'est taille moins 1 égale nombre de supplies consommés. C'est un peu traite parce qu'en fait quand vous regardez les supplies en haut, ils vous disent, si vous regardez en bas, un humain, donc une unité de taille humaine a besoin d'un supply pour être bien nourri. Ouais, mais en fait, une unité de taille humaine fait 2 en fait en taille. Donc du coup, si vous êtes un géant et que vous faites une taille de 4 par exemple, c'est pas 2 de supply qu'il va vous falloir, c'est 3 en fait. L'unité fait 2 fois la taille mais consomme 3 fois plus. C'est parce qu'en fait, la formule c'est pas en pourcentage, c'est pas 50% de votre taille, non non, c'est taille moins 1 égale nombre de supply consommés. Revenons à nos moutons, et on a les slingers. Donc les slingers, en fait, slinger c'est la fronde, hein, si ma mémoire est bonne. Donc forcément on va avoir un peu plus de précision. On a une défense moyenne, puisqu'en fait on perd le bouclier. La défense de 11 était naturelle chez l'autre, mais il perdait moins 1 parce qu'il a un bouclier. Donc en fait ça c'est pour symboliser le fait que comme il est plus lourd à cause de son bouclier, bah, il va avoir moins de chances d'esquiver les attaques. Par contre, le bouclier donnait plus 4, ce qui lui faisait atteindre son score de 14. Tout simplement parce que effectivement avec le bouclier, bah, il va pouvoir parer avec le bouclier. La force, donc comme on disait, hein, constant. Chez Tirnanog, on retrouve souvent plus de force. Hit point et magical resistance un peu au-dessus de la moyenne, c'est pareil. Par contre, contrairement à la milice, on a un moral normal. Une précision qui est un peu au-dessus de la moyenne, ça c'est cool. Ici on voit ses armes. Donc la milice avait une Stone Spear, donc des dégâts plus que corrects, perçant, attaque, ça on revient pas dessus, en fait c'est l'attaque qu'on retrouve ici, et surtout une longueur d'arme de 4, et ça lui permet d'attaquer d'un peu plus loin que la moyenne. Ici on voit ses armures, etc, c'est un peu pas mal, et vous voyez qu'ici on retrouve à chaque fois les trucs, hein. Donc ici on a la protection de 16, donc via le shield, mais on a défense moins 1, donc comme on disait, 11 moins 1, 10, plus 4 grâce à la parade qu'on retrouve ici, et le fait que le bouclier donne 1 d'encombrement. Donc voilà, le Slinger lui a 2 armes, et n'a plus de bouclier mais a toujours sa laser cuirasse. Il a une dague de bronze, donc qui fait des dégâts très réduits, et qui donne plus 1 en attaque. Donc du coup on se retrouve à 11 en attaque, quand il attaque avec sa dague de bronze. Mais comme en fait la dague de bronze fait plus 2 en dégâts et qu'on a déjà 11, elle fait 13 en dégâts. Particularité de la fronde, c'est que la force n'est pas ajoutée aux dégâts et que ça nous donne un malus de précision. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? On a une range de 20, donc en gros on peut atteindre 20 unités, on va dire, de distance. On a une attaque de 10, ça c'est parce qu'on n'a pas de bonus à l'attaque cette fois. Et on fait que 8 de dégâts contondants. 8, pourquoi? Parce que la force n'est pas ajoutée et que l'arme fait 8 de base. Et on se retrouve avec une précision de 10, donc, parce qu'on n'a pas de bonus à l'attaque, on a même un malus, et précision moins 2 égale 10, tout simplement. Donc voilà, donc ça ce sont vraiment 2 unités de base, d'ailleurs vous verrez qu'elles coûtent pas trop cher, celle-ci coûte 10 d'or et 4 de ressources, et celle-ci coûte 11 d'or et 2 de ressources, ce qui est ridicule, hein. On voit qu'ici on a 419 d'or, et on a 104 de ressources par taux. Donc 2 de ressources, c'est rien du tout. Les Firebolg Warriors, alors ça c'est vraiment notre unité de base, c'est un peu notre, on va dire, l'unité la plus simple,
de notre armée qui ne soit pas de la milice ou des frondeurs. La milice et les frondeurs, c'est un peu de l'armée bas de gamme, pas cher, de l'armée un peu remplaçable. Les Firebolt Warriors, c'est déjà plus dans l'armée régulière, si vous voulez, si on donnait. D'ailleurs, elle coûte 13 en or et 9 en ressources, on est dans quelque chose de carrément différent. Et d'ailleurs, on n'est plus sur des armures en cuir, mais des armures en bronze, en écailles de bronze, qui donnent une bien meilleure protection. On se retrouve avec une protection de 7. Une défense de 15, donc au-dessus de la milice. Force et attaque assez élevée. Une précision assez élevée. Un moral au-dessus de la moyenne. Et toujours, c'est résistance magique et points de vie au-dessus de la moyenne. Particularité, cette unité peut à la fois attaquer au cac avec une lance, donc comme la dernière fois, mais aussi avec un javelot. Et ça c'est plutôt pratique parce que même si il a un malus de précision sur le javelot, il a 2 munitions, donc il va pouvoir en lancer 2, mais il a quand même une range de 11, ce qui est pas mal, parce qu'en fait la range c'est en fonction de la force, et la force ici est de 11, donc 11 de range. Et du coup c'est sympa parce qu'en fait on va pouvoir les laisser un peu sur place, et leur demander de tirer leur javelot, puis de foncer sur l'adversaire. Chose importante, parce que je n'aurais pas parlé encore de la fatigue, mais en fait, les unités peuvent se fatiguer, et plus elles vont avoir de fatigue, plus leur défense va être inefficace. Et les gens vont avoir la possibilité de les toucher très facilement si vos unités sont fatiguées, très fatiguées. Chose à noter, si votre fatigue au cours d'un combat augmente jusqu'à 100, vous tombez inconscient. Si elle augmente au-dessus de 200, au lieu de prendre des dégâts de fatigue, vous commencez à prendre des dégâts sur vos points de vie. Faut y aller quand même, mais voilà. Et en fait, l'encombrance, ça permet de savoir donc combien vous chopez de fatigue pour un tour au corps à corps, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Lancer des sorts vous coûte au corps à corps. Et donc du coup, il me semble même que vous déplacer, ça vous coûte la basic encumbrance. Il me semble que ça, c'est genre vous vous déplacez pendant un tour, vous utilisez un point d'action pour faire un déplacement, il me semble que ça vous coûte ça. Et en gros, ce qui se passe, c'est que stratégie du coup de dire à vos unités de rester sur place et de lancer leur javelot, comme ça les unités en face avance, se fatigue pour venir sur vous, et du coup quand il y a mêlée, bah, vous vous retrouvez à avoir moins de fatigue qu'eux, et donc avoir un certain avantage. Par contre vous pouvez pas le faire pendant 10 ans, hein. Vous avez 2 javelots, hein. Vous n'avez pas de 50. Vous avez le deuxième Firebolt Warrior, donc qui est un poil plus cher, puisqu'il coûte juste 1 de ressources de plus, mais qui lui, au lieu d'avoir un javelot et une lance, va avoir une hache. Une hache qui fait carrément plus de dégâts. Vous voyez, 6 plus votre force. Par contre, qui va vous enlever un point de défense, donc du coup vous vous retrouvez à 14 en défense. Les stats sont identiques, hein, quasiment à côté. Mais par contre, et en plus, vous avez qu'une portée de 1. Donc en fait, vous allez devoir aller vachement proche au cac. Enfin, vous commencez à avoir les unités un peu d'élite, pas forcément ultra élite, mais un peu d'élite. Vous avez les Side Warriors, donc ça, c'est en fait, ce sont des femmes, mais qui sont protégées. Donc, si on regarde, en fait, ici, il n'y avait rien de très spécifique. Bon, vous voyez des stats, etc. Ici, vous commencez à avoir des unités qui ont des caractéristiques particulières. Notamment, la Side Warrior a Stealthy. Donc, en fait, ça permet de se déplacer en étant camouflé. Très pratique, parce qu'on verra qu'il y a le Scout, ici. Mais qu'on a surtout, normalement, où elle est, ça doit être elle. Oui, voilà, c'est elle, qui peut aussi se déplacer en étant, donc la Side Lord, qui peut se déplacer en étant furtif. Mais qui peut aussi commander des hommes, 80 hommes. Du coup, vous allez pouvoir mettre 80 Side Warriors avec elle, voire 40 ou 20, hein, et tout simplement vous incruster derrière les lignes adverses pour essayer d'aller taper ces mages peu protégés ou ce genre de choses. Mais on reviendra sur les commandants juste après, même si cette vidéo va être extrêmement longue, ça risque d'être problématique. Donc voilà, donc elle peut se déplacer furtif, elle a glamour, donc ça c'est un peu particulier. En gros, elle est capable de dissimuler son apparence, donc comme je vous rappelle, Tirnanog, Tuatha, Side, ça dissimule des illusions, etc.
Ça permet plusieurs choses. Notamment, si vous avez votre adversaire qui, au lieu d'avoir un scout, a par exemple un espion dans votre province, ça arrive, vous allez pouvoir... En gros, cet espion va essayer de récolter des informations. Et si vous avez des side warriors, eh ben, votre adversaire ne le saura pas forcément. Parce que grâce à Glamour, donc c'est ce qu'on voit là, quand il bouge, elle prend l'apparence d'un homme commun. Et en combat, elle fait des illusions d'elle-même. En gros, comment dire, ça va vous offrir la possibilité, donc déjà elle va avoir un bonus quand elle va essayer de se camoufler dans les provinces adverses. Quand vous allez la déplacer dans vos provinces, vos adversaires verront pas vos unités. C'est-à-dire qu'ils vont voir peut-être votre milice, hop, votre milice est là, votre unité régulière, etc. Mais si vous avez genre 2 unités de 80 guerriers side sur la province, il arrive, il voit, tiens, il y a 50 miliciens et 30 défenseurs, ok, ça fait 80 personnes, bah j'envoie 120 hommes, et il se dit, bah je vais les écraser. C'est normal, c'est de la milice, c'est un peu de défense, c'est pas grand chose. Mais en fait, vous avez 160 guerriers side qui attendent au milieu, et en fait, votre adversaire le sait pas, il débarque et il se fait atomiser. Voilà, ça permet ce genre de truc. Forest Survival, donc j'avais dit que j'y reviendrai. Le Forest Survival, c'est un peu particulier, en fait, ça vous permet de vous déplacer. En fait, chaque province a un certain coût en termes de déplacement. Si vous regardez l'unité, elle a ici 2 et 11 en déplacement. Donc le 11, en fait, c'est son nombre de points d'action pendant les combats. Et 2, c'est le nombre de mouvements qu'elle peut faire en nombre de provinces sur la carte. Une province classique, pleine, par exemple, c'est 1 de mouvement. Donc en gros, si vous êtes sur une première province, vous avez une plaine, une deuxième plaine. Vous pouvez aller sur la deuxième plaine directement si vous avez 2 points de mouvement. Par contre, si vous avez une forêt au milieu, la forêt vous coûte 2 points de mouvement. Donc vous pouvez vous déplacer vers la forêt, par contre vous ne pouvez pas vous déplacer vers la prairie qui est juste après, parce qu'en fait, ce qui compte c'est, vous avez utilisé 1 point de mouvement pour aller à votre destination finale. Mais, il faut aussi payer les coûts de passage des provinces que vous sautez. Et du coup, s'il y a une forêt, il faudrait payer 2, donc il faudrait avoir 3 de mouvement. Et ça, avec Forest Survival, en fait, la forêt ne vous coûte que 1 en termes de déplacement. Elle vous permet aussi d'être moins sujet aux limitations de supply quand vous avez Forest Survival et que vous êtes sur une province de type forêt. Voilà, on y reviendra, ça peut devenir assez vite très compliqué tout ça, mais c'est la richesse du jeu, hein, vous pouvez pas aller comme ça. Donc 10 de protection en plus, parce qu'en fait elle a un casque en bronze en plus de sa cuirasse en écaille de bronze. Elle a un shield comme les autres unités Tirnanog. Spearstone et Javelin, on est déjà passé dessus, c'est en fait exactement le même équipement en termes d'armes que le guerrier ici, Fireblock. Et enfin vous avez le guerrier sacré Tuatha. J'ai pas parlé de ça mais on en reparlera ici parce qu'il a le même. Donc c'est une unité sacrée, elle nous coûte 35 d'or, 22 de ressources, donc ça coûte extrêmement cher. Mais il y a plusieurs petits trucs qui sont sympas quand même. Première chose, il a une Golden Spear. La Golden Spear, c'est une lance qui est déjà monstrueuse. Elle nous donne que des bonus de partout. Elle fait 5 de dégâts, et en plus de faire des dégâts perçants, elle fait des dégâts magiques. Histoire de bien en rajouter. Vous avez un javelot, tout ce qui est de plus classique, le même que sur les sides par exemple. Mais vous avez plus de force, donc vous pouvez le lancer plus loin. Ça c'est cool. Et comme vous avez plus de force, vous faites aussi plus de dégâts. En termes d'équipement, ils reprennent l'armure et le casque des guerriers side, mais ils y ajoutent un Golden Shield qui vous offre plus 1 en défense et une meilleure protection. Bon, malheureusement, du coup, vous vous retrouvez avec toujours le 5 d'encombrance, c'est un faible prix à payer. Sacré, je vous rappelle qu'il faut quand même le bénir hein, pour qu'il ait accès au bonus si vous jouez un Pretender de type Blesser. Glamour, on a déjà vu, et donc ça, donc Stealthy, Glamour et Forest Survival, je viens de les expliquer. Et Dark Visions, bah, c'est tout simplement, vous avez la possibilité de voir à peu près bien dans l'obscurité, donc vous êtes moins affecté si jamais un mage, par exemple, vous lance une sphère d'obscurité sur vos troupes.
Ce qui aurait pour effet de faire baisser son attaque, sa précision, etc. Au niveau des commandeurs, donc on va y aller assez vite parce qu'on est quasiment déjà à 40 minutes et que de toute façon on a déjà vu une grande partie des choses. Le scout, il peut pas, il a des très bonnes stats, hein. Très bonne défense, une attaque, une force et une précision plutôt bonne. Il a un javelot, une épée en bronze. Vous voyez que l'épée en bronze c'est très proche de la hache, sauf que ça fait moins mal, mais ça vous met pas de malus d'attaque et ça vous met un bonus de défense. Donc c'est toujours cool. Ça fait aussi des dégâts de type tranchant en plus des dégâts de dégâts de type perçant, et il a un javelot classique. Morale, etc. Mais en fait, sa grosse particularité, c'est surtout, il coûte pas très cher, 25 d'or et 12 de ressources. C'est un commandant, donc il peut se déplacer tout seul, et il peut être fufu. Voilà, c'est grosso modo ce qu'on retiendra de lui. Il est vraiment pas fait pour se battre. Chose particulière dont on n'a pas parlé, parce qu'en fait ça n'a pas d'importance sur les unités, c'est le leadership. Le leadership, ça permet tout simplement de savoir combien d'unités le commandant peut diriger. Et vous voyez ici c'est 0, si vous allez dans le détail, vous voyez qu'il peut diriger 0 unité normale, 0 démon ou mort-vivant, et 0 unité magique. Le Fireball champion, c'est un peu notre commandant de base, on va dire, le commandant un peu passe-partout, qui coûte pas trop cher, 40 d'or, 12 de ressources, qui peut diriger quand même 60 personnes, donc ça fait déjà des petites troupes, qui par contre ne donnent aucun bonus de morale à ses squads. Il a des stats plus que correctes, une excellente défense, sérieusement 17 c'est excellent, et toujours une bronze sword et un javelot, et il y greffe un petit bouclier. Le Fireball druide, alors lui c'est notre premier mage et il a 1 en niveau de magie de l'air. Il peut faire de la recherche, il va nous donner 9 points de recherche par tour. Il est résistant à la magie d'éclair. Il n'a pas une super résistance en termes de coups, mais par contre il a plutôt une bonne défense et des stats correctes. Et il a un petit point d'interrogation ici, en fait, qui veut dire qu'il va aller chercher un point de magie dans une de ces 3 caractéristiques, donc eau, terre ou nature, et il a 100% de chance d'avoir ce plus 1. Donc en fait à chaque fois qu'on va en construire un, ça va nous donner automatiquement R plus une autre école de magie choisie entre ces 3 là. Et il peut diriger 10 unités normales et 5 créatures magiques, sauf que s'il dirige des unités, il leur donne un malus de morale lui. Voilà. C'est un peu dommage mais c'est comme ça. Donc plutôt quelqu'un qui va être fait pour la recherche, hein. Il a un très bon taux de recherche pour un coût plutôt ridicule. Le side champion, donc là on commence à taper dans de la haute catégorie en termes de généraux. C'est un prêtre et un mage de nature et d'air, prêtre niveau 1, donc prêtre de plus bas niveau, mais ça reste un prêtre. C'est aussi une unité sacrée, il peut être fufu, il est résistant au poison, il a le forest survival, il donne du supply, et ça c'est toujours très intéressant sur un commandant. C'est-à-dire qu'il assouvit lui-même, par sa simple présence, le besoin d'une certaine quantité de ses hommes. En l'occurrence, là, 10 unités de taille humaine. Il a des stats très très bonnes. Très bonne résistance magique. Très bonne pour des unités de taille humaine. Très bon hit point. Force, attaque, défense, précision très largement au-dessus de la moyenne. Une Golden Sword qui est juste monstrueuse. 19 de dégâts en slash et magique. Un javelot classique mais qui reste toujours aussi impressionnant. L'équipement classique d'un side et un leadership de 100 unités plus 10 unités magiques. Et en plus de ça, il va donner un bonus de morale de plus 1 à 3 squads. Je reviendrai pas, ce champion, ce commandant est vraiment monstrueux pour un coût qui est plus que raisonnable, 160 d'or et 19 de ressources, c'est vraiment génial. Le Side Lord, donc on l'a vu un peu, mais ça vaut le coup de repasser dessus. C'est toujours une unité sacrée, excellent rechercheur, un équipement de fou, très sincèrement. Toujours donc une Golden Spear, un javelot, le ouf, je crois que c'est des sabots ou un truc comme ça, qui font des dégâts contondants de 13 à une distance de 0. Équipement classique, mais un mouvement forcément de fou, hein, il est à cheval donc il se déplace très rapidement. Il peut prendre 80 hommes avec un bonus de plus 1 et des créatures magiques.
Précision, attaque, force, tout très au-dessus de la moyenne. Énorme résistance magique, très très bon moral. Et une défense mais juste monstrueuse. Monstrueuse. La défense de 20 c'est monstrueux. Donc voilà. Ensuite donc on a le Bean Size. Donc ça c'est notre, on va dire notre sorcier de base. Avec un taux de recherche excellent. Je reviens pas sur tous ces trucs, hein, on les a déjà vus. Taux de recherche excellent, des stats encore une fois au-dessus de la moyenne, mais en plus de ça, il va pouvoir diriger beaucoup d'hommes, toujours avec ce malus de morale, mais beaucoup d'hommes, et elle va récupérer un +1 potentiellement dans une, vous voyez là, RO Terre Nature. Il y a une chance sur 4 qu'on récupère de la Terre, et donc qu'on ait un 1-1-1-1-1 en haut, mais on a aussi 3 chances sur 4 d'avoir 2 dans une de ces catégories. Et ça c'est plutôt pratique parce qu'en fait ça va permettre d'avoir un mage un peu plus puissant. On a le Boaden Seid, donc là c'est un peu particulier parce que vous retrouvez ça, donc vous voyez je me suis un peu trompé, c'est-à-dire que le Boaden Seid ne peut pas diriger de troupes, mis à part des créatures magiques, mais elle a la capacité, elle est assassin, donc elle peut, si elle se retrouve fufu dans une province où il y a un commandant, elle peut tenter de l'assassiner. Et on va dire, les attaques d'assassinat sont assez particulières dans le sens où elles ne font intervenir que l'assassin et ses troupes contre, ou voire même que l'assassin, je crois, contre le général adverse et potentiellement sa garde personnelle. Sauf que comme vous pouvez équiper des objets ici, vous allez pouvoir faire des assassins qui ont des stats de fou furieux, ou même des objets qui leur permettent de caster d'invoquer des créatures magiques surpuissantes pendant le combat, et du coup faire des assassins qui vont tuer les commandeurs adverses, et comme ça immobiliser une grande partie de l'armée adverse. Encore une fois, richesse dans les possibilités de gameplay. Et en plus de ça, c'est une mage qui a 2 de foudre, et bref, ça peut être un très très bon mage. Le Ri, donc... Lui, il est un peu particulier parce que si vous regardez, les 2 derniers, c'est Slow to Recruit. Slow to Recruit, en fait, ça veut tout simplement dire que ça prend 2 tours à être recruté. Mais si ça prend 2 tours à être recruté, je vous rassure, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est les 2 derniers qu'on fait dans la liste, hein. Je vous le dis tout de suite. Première chose, équipement. Il a un équipement exactement le même que ce qu'on avait vu ici sur le Size Lord, mais porté par des stats qui sont encore plus fabuleuses. Première chose, on se retrouve avec le Golden Shield, que lui n'avait pas. Golden Shield, encore +1 de défense. Sauf qu'il y a déjà plus de défense de base, donc 22 de défense. 22 de défense, c'est incroyablement élevé, surtout pour un commandant de taille humaine. Précision de 14, attaque skill de 14, c'est très très bon. Force de 13, hit point 15 et magic résistance 18, vous avez quelqu'un qui est énorme. En plus de ça, vous pouvez diriger 120 unités, réparties dans 4 squads qui auront un bonus de morale de +2, et 20 créatures magiques, parce que vous êtes en plus magicien, en plus vous êtes plutôt un bon prêtre, vous êtes une unité sacrée, vous avez 15 en recherche, donc quand votre commandant n'est pas en train de se battre ou de se déplacer, etc., il peut participer à la recherche et de façon très très efficace. Et en plus de ça, il va avoir 100% de chance d'avoir un point en plus dans donc air, eau, terre ou nature, sachant qu'il a déjà air et nature, et 10% de chance d'avoir encore +1 dans une de ces 4 catégories. Et elles sont pas exclusives, c'est-à-dire que vous pouvez très bien choper, donc vous avez 2 air, et vous allez très bien pouvoir choper +2 en air, et vous retrouvez à +4 en air, ou +4 en nature. Vous pouvez aussi vous retrouver à 2-2-2, ou 2-2-2-1-1 par exemple, hein. Toutes les combinaisons sont faisables. Ou 3-2-1 aussi. Et enfin le dernier, la Tuatha Sorceress. Alors là, vous tapez dans le mage d'exception. Là vous tapez dans le mage d'exception. Alors leadership 40 et 25, mais elle, c'est votre premier mage qui est vraiment fait pour le combat, parce qu'elle va avoir un squad moral de +0 au lieu de vous mettre un malus de morale. Vous avez un taux de recherche énorme, vous avez 3 et 2, donc on voit se dessiner, hein, comme on le voyait dans la description de la nation,
le focus sur air, nature, avec un peu d'eau et surtout un peu de terre, mais on voit se dessiner le air nature. Et en plus de ça, bah, comme pour l'autre, vous avez des chances, donc 100% de chances d'obtenir un point en plus et 10% de chances d'obtenir un deuxième point en plus. Vous voyez à 10% de chance, 10% de chance plus les bons jets sur les 1 chance sur 4, donc c'est pas une... Bref, je vais pas m'amuser à me lancer dans les calculs mathématiques qui seront en plus faux si je les fais de tête, mais grosso modo vous avez quelques petites chances d'obtenir un 5 en air, ou voire un 4R 3 nature, ou 3R 4 nature, ou autre combinaison. Bref, les combinaisons sont presque infinies. Bon, peut-être pas, mais il y en a beaucoup, en tout cas. Et encore une fois, elle peut être fufu. Donc voilà. On a enfin fini de passer en revue toutes les unités de ça. On a vu l'interface et on est enfin prêt à commencer à jouer. C'est pas trop tôt, on en est à 1h30 d'explication sur le jeu et on n'a toujours pas commencé à jouer. En tous les cas, si vous avez réussi à rester jusqu'ici et à écouter toutes ces informations, j'espère que ça fera pas trop non plus à digérer, hein. C'est quand même assez chaud. Mais de toute façon, on y reviendra au fur et à mesure de la partie, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi jusque-là. Je suis persuadé que j'en ai tué la moitié avant même d'arriver à la fin des vidéos. Mais je vous remercie à tous. Je vous invite à suivre les prochains épisodes qui, eux, seront composés de gameplay. On va enfin commencer cette partie. Et on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec l'Eternal Nog. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.